Je m'appelle Shaun, j'ai 32 ans, et je suis resté là pendant que la fiancée de mon propre frère essayait de me faire expulser du bâtiment que je possédais secrètement. Avant de vous raconter comment je l'ai envoyé en prison devant 300 personnes, dites-moi d'où vous regardez dans les commentaires. J'adore toujours voir jusqu'où ces histoires voyagent. Les portes automatiques de l'hôtel Monarch se sont ouvertes avec un doux sifflement coûteux. Je suis entré et le souffle d'air conditionné m'a frappé, transportant l'odeur de lys frais et d'argent ancien. J'adorais cette odeur. C'était l'odeur du succès. Mais aujourd'hui, je n'avais pas l'air d'un succès. Je venais de visiter un chantier sur notre nouvelle propriété en centre-ville. Une rénovation complète d'un bâtiment historique. Je portais mes bottes de travail, encore couvertes d'une fine couche de poussière de placo, une chemise en flanelle délavée qui avait connu des jours meilleurs, et un jean avec une tache de graisse sur la cuisse. J'ai conduit ma vieille camionnette Ford pour venir ici, la garant à l'arrière près du quai de chargement par habitude. Pour quiconque me regardait, je n'étais personne. Peut-être un entrepreneur qui s'était perdu. Peut-être un concierge qui prenait son service. Je me suis dirigé vers la grande salle de bal. Les doubles portes étaient grandes ouvertes, révélant un monde de lustres en cristal, de nappes blanches, et de gens qui dépensaient plus pour une coupe de cheveux que la plupart des gens ne dépensaient pour un loyer. C'était la fête de fiançailles de mon frère Gareth. J'ai fait une pause sur le seuil, époussetant une particule de plâtre de ma manche. J'ai pris une profonde inspiration. Je n'étais pas là pour faire une scène. Je voulais juste voir Gareth heureux. Malgré tout, malgré les années de silence et le fossé grandissant entre nos vies, il était toujours mon grand frère. Excusez-moi. La voix était stridente, coupant le faible bourdonnement de la musique jazz comme un couteau dentelé. Je n'ai pas eu besoin de me retourner pour savoir de qui il s'agissait. Sloan Whitmore, la future mariée. Je me suis retourné lentement. Sloan se tenait là, flanqué de deux de ces demoiselles d'honneur qui ressemblaient à des copies conformes d'elle, blondes, minces, et me regardant comme si j'étais quelque chose dans lequel elles avaient marché sur le trottoir. Sloan portait une robe de cocktail blanche qui coûtait probablement $5000, ses yeux lourdement maquillés, plissés alors qu'elle me toisait de haut en bas. « Qu'est-ce que tu crois faire ?» a-t-elle claqué, entrant dans mon espace personnel. Elle a agité une main manucurée devant son nez. « Hug. Tu sens le travail ?» Le chien mouillé et l'assure. « Bonjour, Sloan, ai-je dit, gardant ma voix égale. Félicitations pour les fiançailles. » Elle a ri, un son rauque et aboyant qui n'a pas atteint ses yeux. Elle s'est tournée vers ses amis. « Vous y croyez ? J'ai dit à Gareth de ne pas l'inviter. J'ai explicitement dit pas de cas sociaux aux événements du mariage. Mais le voilà, l'air de sortir d'un égout. Je viens directement du travail, ai-je dit, essayant de garder mon calme. Je voulais juste vous souhaiter le meilleur. Le travail, a ricané Sloan. Tu appelles ça du travail de nettoyer les toilettes ? Ou tu répares des tuyaux qui fuient aujourd'hui ? Regarde-toi. Tu salis le tapis juste en restant là. Les gens commençaient à regarder. J'ai vu des têtes se tourner près du buffet. Des hommes en costumes italiens et des femmes dégoulinant de diamants chuchotaient derrière leur flûte de champagne. J'en ai reconnu quelques-uns. Il y avait Monsieur Henderson, un magnate de l'immobilier local que je savais être actuellement poursuivi pour rupture de contrat. Il y avait la femme du maire. Et il y avait beaucoup de gens que je ne connaissais pas, les amis de la famille de Sloan de la Côte, supposément de vieux aristocrates. « S'il te plaît, Sloan, ai-je dit doucement. Ne faisons pas ça ici. »« Oh, nous allons le faire ici, » a-t-elle sifflé en se rapprochant. Parce que je dois clarifier une chose. Shaun, tu es une honte. Ma famille vient d'une lignée de diplomates et de banquiers. Nous avons une réputation, et avoir un beau-frère qui ressemble à un concierge raté ne correspond pas à l'esthétique. Elle m'a pointé un doigt dans la poitrine. Un coup sec et pointu. Voilà ce qui va se passer, a-t-elle dit, baissant la voix en un murmure venimeux. Tu vas te retourner, sortir par ces portes, et monter dans n'importe quelle épave rouillée que tu as conduite ici. Tu ne manges pas la nourriture. Tu ne parles pas aux invités. Tu pars. Ma mâchoire s'est crispée. Je pouvais sentir la chaleur monter dans mon cou. J'ai regardé par-dessus son épaule et j'ai vu Wesley Crane, le directeur général du Monarch, debout près du bar. Wesley était un homme bon. Il était avec moi depuis que j'avais acheté cet endroit il y a 4 ans. Il m'a vu là, a vu Sloan me piquer, et ses yeux se sont écarquillés.
Il a commencé à se diriger vers nous, le visage pâle. Il savait exactement qui j'étais. Il savait que je signais ses chèques de paie, que j'approuvais les budgets et que je possédais chaque ampoule de cet immense hôtel. J'ai croisé le regard de Wesley et j'ai fait un signe de tête presque imperceptible. Reste en arrière. Wesley s'est figé. Il avait l'air déchiré, mais il a légèrement hoché la tête et est resté sur place, bien qu'il nous ait observés comme un faucon. Je devais voir comment ça allait se terminer. Je devais savoir exactement avec qui mon frère se mariait. Y a-t-il un problème ici? La voix de Garrett. Mon frère s'est approché, tenant un verre de scotch. Il avait l'air bien dans son smoking. Je devais lui accorder ça. Il avait les mêmes cheveux noirs que notre père, le même charme qui avait toujours fait de lui le favori. Mais ses yeux étaient nerveux. Il a regardé de Sloan à moi et j'ai vu la honte envahir son visage. Pas la honte de la façon dont Sloan me traitait. La honte que je sois là tout court. Garrett, ai-je dit, content de te voir. Shaun, a dit Garrett, sa voix tendue. Il n'a pas tendu la main. Il n'a pas souri. Il a regardé mes vêtements. Bon sang, Shaun, tu n'aurais pas pu mettre un costume? C'est un événement en cravate noire. Je n'ai pas eu le temps de rentrer chez moi pour me changer, ai-je menti. J'avais plein de costumes dans mon bureau au dernier étage. De magnifiques costumes sur mesure, mais je voulais les voir comme ça. Je voulais voir la vérité. Je pensais que la famille était plus importante que le code vestimentaire. Ne me sors pas ce genre de bêtises sentimentales, a interrompu Sloan, attrapant le bras de Garrett. Garrett, dis-lui. Dis-lui qu'il gâche l'ambiance. Mon père est sur le point de faire un discours. Nous avons des investisseurs ici, Garrett. De vraies personnes. On ne peut pas le laisser traîner en ayant l'air d'un mendiant. J'ai regardé mon frère. Nous étions proches quand nous étions enfants, jouant dans le jardin à Millbrook. J'ai attendu qu'il me défende. J'ai attendu qu'il dise, c'est mon frère. Sloan, arrête. Garrett a pris une gorgée de son scotch et a détourné le regard. Shaun, peut-être qu'il vaut mieux que tu partes. Tu détonnes, mec. Peut-être que tu pourras venir à la réception le mois prochain si tu peux te permettre de louer un smoking. Mais ce soir n'est pas une bonne soirée. Les mots m'ont frappé plus fort que les insultes de Sloan. Mon propre frère me mettait dehors. Tu me mets dehors? Ai-je demandé, en gardant la voix basse. Je te demande d'être prévenant, a dit Garrett, rencontrant enfin mes yeux. C'est important pour moi, Shaun. La famille de Sloan. Ils sont différents. Ils ont des standards. Je suis enfin en train de gravir les échelons. Je vais devenir quelqu'un. Ne me tire pas vers le bas juste parce que tu es coincé dans la boue. Coincé dans la boue. C'est ce qu'il pensait. Très bien, ai-je dit. Je ne dérangerai pas. J'irai au bar à l'arrière. Mais je ne pars pas avant d'avoir dit bonjour à maman. Sloan a roulé des yeux. Très bien. Va trouver Patricia. Elle est près de la fontaine de chocolat, probablement en train de fourrer des serviettes dans son sac à main. Reste juste hors de vue. Elle m'a tourné le dos, me congédiant comme si j'étais un serviteur qui avait reçu un ordre. Garrett m'a jeté un dernier regard d'excuse mais ferme, puis a suivi sa fiancée dans la foule de riches étrangérieurs. Je suis resté là un moment, laissant la colère s'installer dans mes tripes. C'était un poids froid et dur. Il n'avait aucune idée qu'il buvait mon champagne, mangeait de la nourriture préparée par mes chefs, se tenait sur des sols en marbre que j'avais moi-même choisis. Je me suis dirigé vers le fond de la pièce. En gardant la tête baissée. Je pouvais sentir des yeux sur moi. J'ai entendu quelques ricanements. C'est le personnel? A chuchoté quelqu'un. Non, je crois que c'est le frère. La déception. J'ai serré les poings dans les poches de mon jean poussiéreux. Dans ma poche, mes doigts ont effleuré une épaisse enveloppe. À l'intérieur se trouvaient les documents qui transféreraient l'acte de propriété d'une maison de 4 chambres en banlieue à Garrett et Sloan. Mon cadeau de mariage. Une maison que j'avais achetée en espèces. J'avais prévu de la leur donner ce soir. Maintenant je pensais à y mettre le feu, mais d'abord, je devais voir ma mère. Et plus important encore, j'avais un étrange pressentiment à propos de Sloan Whitmore. Il y avait quelque chose chez elle. Le désespoir dans ses yeux, la façon dont elle vérifiait constamment la pièce,
l'agressivité qui semblait masquer la peur. J'ai fait signe à Wesley d'un léger signe de tête vers le couloir de service. Il a compris immédiatement. J'avais besoin de vérification d'antécédents et je les voulais maintenant. Mais avant de pouvoir m'éclipser pour donner l'ordre, je l'ai vue. Ma mère, Patricia Burns. Elle était assise à une petite table près du bord de la pièce. L'air mal à l'aise dans une robe un peu trop serrée et un peu trop brillante. Elle avait l'air plus âgée que dans mes souvenirs. Je me suis approché. « Salut, maman. » Elle a levé les yeux, son visage s'illuminant une fraction de seconde avant de voir mes vêtements. Puis la déception familière s'est installée. « Shaun » a-t-elle soupiré. « Oh, chérie, regarde-toi. Tout le monde est en smoking. Et toi, on dirait que tu sors d'un chantier. » « C'est le cas, maman. Le travail est prenant. » « Toujours à travailler, pour n'arriver nulle part » a-t-elle marmonné en secouant la tête. « Garrett vient d'avoir une promotion. Tu sais, il va être vice-président de son entreprise. Et regarde cette fête. La famille de Sloan a tout payé. N'est-ce pas magnifique ? » J'ai regardé la pièce. « Ouais, maman. C'est quelque chose, c'est sûr. » Je n'ai pas eu le cœur de lui dire que la famille de Sloan n'avait pas encore payé un centime. La facture de cet événement était actuellement dans mon service comptable. Impayée, marquée comme en attente de validation du propriétaire. « Maman, ai-je dit en tirant une chaise. Es-tu heureuse ? Aimes-tu Sloan ? » Maman a hésité. Elle a tripoté la lanière de son sac à main. Elle est forte. Elle vient d'une bonne famille. Les Whitmore sont des gens très puissants. Garrett a besoin de ça. Il a besoin d'une femme qui peut le pousser. Contrairement à toi, Shaun. Tu as toujours été content de si peu. Ça m'a blessé. Content de si peu. Je travaillais 18 heures par jour. J'ai bâti un empire à partir de rien. Mais elle ne l'a jamais vu. Elle ne voyait que les bottes sales. Je veux juste que Garrett soit en sécurité, ai-je dit. J'ai un mauvais pressentiment à propos de ces gens. Arrête ça, a claqué maman, sa voix sèche. N'ose pas gâcher ça avec ta jalousie. Ce n'est pas parce que Garrett réussit et épouse une belle femme riche et que toi, eh bien, tu es toi, que tu as le droit de critiquer. Sois heureux pour ton frère pour une fois. Je me suis reculé, le souffle coupé. La jalousie, c'est tout ce qu'il voyait. À ce moment, la musique a enflé. Un homme a tapé sur un microphone sur la scène. C'était Franklin Whitmore, le père de Sloan. C'était un homme grand, distingué, avec des cheveux argentés et un smoking qui lui allait parfaitement. Il ressemblait à un sénateur. « Mesdames et messieurs » a grondé Franklin, sa voix douce comme de la soie. « Si je pouvais avoir votre attention, nous sommes réunis ici pour célébrer l'amour, mais aussi pour célébrer la fusion de deux grandes fortunes. » La foule a applaudi. J'ai regardé les yeux de Franklin balayer la pièce. Il ne regardait pas sa fille avec amour. Il regardait les invités comme un loup regarde un troupeau de moutons. Il les comptait. Je connaissais ce regard. Je l'avais vu dans des négociations commerciales une centaine de fois. C'était le regard d'un homme qui était sur le point de conclure une vente. Je me suis levé. Je devais trouver Wesley. Je devais savoir qui étaient vraiment ces gens, car si mon intuition était juste, mon frère n'épousait pas seulement une femme méchante. Il tombait dans un piège qui allait détruire toute notre famille. Et le concierge était le seul à pouvoir l'arrêter. Je me suis éclipsé de la table de ma mère, le son des applaudissements pour Franklin Whitmore s'estompant alors que je poussais les lourdes portes de service dans le couloir de la cuisine. Le bruit de la fête a été instantanément remplacé par le cliquetis des casseroles, les cris des chefs et le sifflement de la vapeur. C'était mon monde. J'ai fait un signe de tête au chef Marco, un grand homme avec une barbe épaisse qui dressait des amuse-gueules avec une précision chirurgicale. « Patron » a grogné Marco, sans perdre le rythme. « Tu veux une assiette ? On dirait que tu n'as pas mangé depuis le petit déjeuner. »« Pas maintenant, Marco. Continuez le bon travail. Les pétoncles ont l'air parfaits. Les meilleurs de la ville, Shaun. Les meilleurs de la ville. » J'ai continué à marcher, trouvant un coin tranquille près du quai de chargement où j'étais garé. Je me suis appuyé contre le mur de béton froid et j'ai fermé les yeux. Revenir dans les coulisses déclenchait toujours des souvenirs.
L'odeur de nettoyant industriel et de graisse m'a ramené directement à Millbrook, en Pennsylvanie, là où tout a commencé. Il y a 12 ans, nos vies se sont effondrées. Mon père était un homme bon, un contremaître d'usine qui travaillait dur et aimait sa famille. Mais il est mort d'une crise cardiaque soudaine quand j'avais 20 ans et Garrett 22. Le deuil était terrible, mais les conséquences financières étaient pires. Papa n'avait pas grand-chose, mais il avait une assurance vie. C'était 50 000 $. Pas une fortune, mais assez pour tenir les loups à distance. Ou du moins, c'est ce que je pensais. 2 semaines après les funérailles, je suis rentré de mon service au garage local pour trouver maman et Garrett assis à la table de la cuisine. Ils avaient l'air coupables. Où est le chèque de la compagnie d'assurance, avais-je demandé en regardant l'enveloppe vide sur le comptoir. Maman ne me regardait pas. Elle se tordait les mains, fixant une tache sur la nappe. Shaun, nous devons parler. Garrett a été accepté au programme de MBA de Villanova, a dit maman, sa voix tremblant légèrement. C'est un programme prestigieux. C'est son billet pour sortir de cette ville. C'est super, ai-je dit, confus. Mais qu'en est-il de l'hypothèque? Et les factures? Nous avons utilisé l'argent de l'assurance pour ses frais de scolarité, a chuchoté maman. J'ai eu l'impression d'avoir reçu un coup de poing dans le ventre. Tout? Maman, cet argent était censé garder la maison. Il était censé nous aider. Garrett est celui qui a du potentiel, Shaun, a-t-elle claqué, sur la défensive maintenant. Il a les notes. Il a le charme. Toi, tu es doué de tes mains. Tu peux travailler. Tu peux survivre n'importe où. Garrett a besoin de cette chance. C'est notre enfant prodige. Quand il réussira, il prendra soin de nous. Il prendra soin de toi. J'ai regardé Garrett. Il souriait juste un peu. Il n'a pas proposé de partager l'argent. Il n'a pas proposé de différer d'1 an. Il a juste pris. Il a pris l'héritage de notre père et l'a mis dans sa poche. Alors, je suis censé juste travailler, ai-je demandé, ma voix se brisant. Tu es fort, Shaun, a dit Garrett en me tapant sur l'épaule. Tu t'en sortiras. Et, quand je serai PDG, je t'achèterai une nouvelle camionnette. Cette nuit-là, j'ai fait un sac. J'avais 200 $ dans mon portefeuille. Mes économies en réparant des voitures. J'ai laissé un mot sur le frigo. Je ne serai pas un fardeau. Bonne chance avec le MBA. J'ai conduit jusqu'à ce que ma vieille berline tombe en panne dans une ville de taille moyenne à 3 états de là. J'avais besoin d'un travail rapidement. Je suis entré dans le premier hôtel que j'ai vu, un motel délabré sur l'autoroute, et j'ai demandé du travail. On a besoin d'une femme de chambre, avait dit le propriétaire, un vieil homme grincheux nommé Monsieur Patel. Salaire minimum, pas d'avantage. J'accepte. Pendant 3 ans, j'ai nettoyé des toilettes. J'ai changé des draps tachés de choses que je ne veux pas décrire. J'ai débouché des canalisations. J'étais le concierge puant que cela en moquait. Mais j'observais aussi. J'apprenais. J'ai appris qu'un hôtel vit et meurt par son personnel. J'ai appris que si l'on traite bien les femmes de chambre, les chambres sont plus propres. J'ai appris que si l'on se souvient du nom d'un client, il revient. J'ai économisé chaque centime. J'ai mangé des nouilles ramen et j'ai dormi dans un placard à fourniture pendant 6 mois pour économiser sur le loyer. Quand Monsieur Patel a voulu prendre sa retraite, le motel était en faillite. Personne ne voulait l'acheter, sauf moi. Je suis allé à la banque avec un plan d'affaires manuscrit sur du papier de cahier. L'agent de crédit a ri au début, mais j'avais économisé 40 000 $ en espèces en travaillant 3 emplois, et je connaissais les chiffres mieux que lui. J'ai obtenu le prêt. J'ai rebaptisé le motel, The Birch. Je l'ai rénové moi-même, chambre par chambre, peignant les murs, posant le carrelage, réparant la plomberie. Je l'ai transformé en une expérience de charme à un prix abordable. Ça a explosé. En 2 ans, j'ai acheté un 2e emplacement, puis un 3e. À 28 ans, j'ai acheté ma première propriété de luxe. À 30 ans, j'ai lancé le Birch Hospitality Group. Aujourd'hui, à 32 ans, je possède 6 hôtels de luxe dans l'État, dont le Monarch, le joyau de la ville. Ma valeur nette était quelque part au nord de 30 millions de $. Mais je ne l'ai jamais dit à ma famille. Pourquoi? À cause des appels téléphoniques. Chaque mois, Garrett appelait,
non pas pour demander comment j'allais, mais pour se plaindre. Et Shaun, les frais de scolarité sont vraiment élevés ce semestre. Et Shaun, j'ai besoin d'un nouvel ordinateur portable pour mon stage. Et Shaun, la facture de chauffage de maman est en retard. Il n'a jamais su que j'étais PDG. Il pensait que j'étais un contremaître de construction ou un responsable de la maintenance. Mais j'envoyais l'argent. J'envoyais des milliers de dollars chaque mois. Je le faisais passer par une société écran que j'appelais Family Trust Fund, pour qu'ils ne voient pas mon nom sur les chèques. Je voulais les aider, mais je ne voulais pas qu'ils m'aiment pour mon argent. Je voulais qu'ils demandent juste une fois, « Comment vas-tu, Shaun ?» Ils ne l'ont jamais fait. Et puis, il y a environ 6 mois, j'ai découvert quelque chose qui m'a brisé le cœur à nouveau. J'étais rentré pour Noël à l'improviste. Je me tenais sur le porche, sur le point de frapper, quand j'ai entendu maman parler à un voisin à l'intérieur. « Oh oui, Garrett est une telle bénédiction, » disait maman. « Il envoie de l'argent tous les mois. Il paie mon chauffage. Il paie les courses. Il réussit si bien en ville. Shaun. Oh, Shaun s'en sort. Je crois qu'il répare des climatiseurs. Il n'envoie jamais un centime. Il est juste égoïste. » Je me suis figé. Garrett. Garrett s'attribuait le mérite de mon argent. Il interceptait les chèques que j'envoyais sur le compte joint et disait à maman que c'était sa prime. Il construisait une légende de son propre succès sur le dos de mon travail acharné tout en laissant maman croire que j'étais un fils ingrat qui ne se souciait pas d'elle. Je n'ai pas frappé ce jour-là. Je me suis retourné, je suis monté dans ma camionnette et je suis retourné en ville. J'ai pleuré pendant les 50 premiers kilomètres. Puis les larmes se sont transformées en une résolution froide et dure. J'ai arrêté d'envoyer des chèques sur le compte joint. J'ai commencé à mettre l'argent dans un trust pour maman qu'elle ne pourrait pas toucher avant ses 70 ans ou jusqu'à ce que j'en décide autrement. Et puis Garrett a annoncé ses fiançailles avec Sloan Whitmore. Il a dit qu'elle venait d'une vieille famille riche. Il a dit que le mariage aurait lieu au Monarch. Il m'a demandé si je pouvais faire jouer mes relations, puisque je travaillais dans l'hôtellerie, pour obtenir une réduction. J'ai fait mieux que ça. J'ai tout offert. J'ai dit à l'équipe de vente de le présenter comme un événement promotionnel. Garrett se croyait un négociateur de génie. Il ne savait pas que son frère concierge était celui qui approuvait la gratuité du lieu. Je suis revenu au présent. Le quai de chargement était froid. Mon téléphone a vibré. C'était un texto de Wesley. Sujet, dossier Whitmore. Shaun, tu dois voir ça. Viens au bureau de la sécurité. Maintenant. C'est pire que ce que nous pensions. J'ai regardé l'écran. Mon pouce a plané sur le message. J'ai repoussé le mur. La nostalgie avait disparu. La tristesse avait disparu. Je n'étais plus le garçon qui avait quitté la maison avec $200. J'étais le PDG de Birch Hospitality. Et quelqu'un essayait d'escroquer ma famille dans ma propre maison. Je suis retourné vers la salle de bal, mais cette fois-ci, je n'ai pas marché la tête basse. J'ai marché avec détermination. Je devais me rendre au bureau de la sécurité. Mais d'abord, je devais à nouveau traverser la salle de bal. Et en revenant à la lumière, j'ai vu quelque chose qui m'a fait bouillir le sang. C'était au doigt de Sloan. Je ne l'avais pas remarqué avant parce qu'elle avait tellement agité les mains. Mais maintenant, elle tenait une coupe de champagne, posant pour une photo. La lumière a frappé sa main et un éclair vert a attiré mon attention. Une bague en émeraude, monture vintage, anneau en or avec une torsion unique dans le métal qui ressemblait à une vigne. La bague de ma grand-mère. La bague que maman avait juré sur la tombe de sa propre mère irait à la femme de son deuxième fils parce que Garrett avait déjà reçu la montre de grand-père. Cette bague m'était promise. C'était le seul héritage que j'avais demandé. Et maintenant, elle était au doigt de la femme qui venait de me traiter de loser puant. Le jeu venait de changer. Il ne s'agissait plus seulement d'argent. C'était personnel. La vue de cette bague en émeraude au doigt de Sloan m'a fait l'effet d'une gifle. C'était une belle pierre, d'un vert profond, sertie dans une monture que mon arrière-grand-père avait forgée lui-même. Je me souviens m'être assis sur les genoux de maman quand j'avais 6 ans, traçant les vignes sur cette bague, l'écoutant me promettre, un jour, Shaun, tu donneras ça à une fille qui t'aime pour qui tu es, pour qui je suis en ce moment. Pour eux, je n'étais personne. Et Sloan,
Une femme qui mesurait les gens à leur valeur nette, la portait. J'ai changé de cap, le bureau de la sécurité pouvait attendre 5 minutes. Je me suis dirigé droit vers la fontaine de chocolat où maman était toujours assise, discutant avec une femme que j'ai reconnue comme étant l'épouse d'un juge local. « Maman », ai-je dit en les interrompant. Je me fichais de la politesse maintenant. Maman a levé les yeux, surprise. « Shaun, tu es de retour. Je pensais que tu étais allé où que tu ailles. J'ai besoin de te demander quelque chose, ai-je dit en ignorant la femme du juge. Pouvons-nous parler en privé? Maman a soupiré, roulant des yeux vers son amie. Excuse-moi, Brenda. Mon fils a un moment. Elle s'est levée et s'est éloignée de quelques pas avec moi. Qu'est-ce qu'il y a maintenant? Tu as besoin d'argent pour l'essence? C'est pour ça que tu es encore là. Non, maman. Je n'ai pas besoin d'argent. J'ai montré l'autre bout de la pièce où Sloan riait bruyamment. Sa main drapée sur l'épaule de Gareth. Pourquoi porte-t-elle la bague de grand-mère? Maman est devenue pâle. Elle a serré plus fort son sac à main. Oh, tu as remarqué. Bien sûr que j'ai remarqué. Tu m'as promis cette bague. Tu m'as dit que puisque Gareth avait la montre et l'argent de la voiture, la bague était à moi. C'est la seule chose qui reste de grand-mère. Maman a pris un air défensif, le menton levé. Eh bien, Shaun, soyons réalistes. Gareth se marie avec une Whitmore. Il avait besoin d'une bague à la hauteur de ses attentes. Il ne pouvait pas se permettre un diamant de 10 carats en ce moment parce qu'il investit tout son argent dans son avenir. Il m'a demandé s'il pouvait utiliser l'héritage et tu le lui as donné. Il en avait besoin, a-t-elle sifflé. Et honnêtement, Shaun, quand auras-tu besoin d'une bague de fiançailles? Regarde-toi. Tu as 32 ans. Tu es célibataire. Tu conduis une camionnette. Qui vas-tu épouser? Une serveuse dans un dîner? Une serveuse n'apprécierait pas une bague comme ça. Sloan comprend sa valeur. Elle appartient à la main de quelqu'un de classe. J'ai eu froid partout. Ce n'était pas seulement qu'elle l'avait donnée. C'était qu'elle ne pensait pas que j'étais digne d'amour. Elle ne pensait pas que je méritais un héritage. Tu n'avais pas le droit, ai-je dit, ma voix tremblante. C'était du vol, maman. Du vol moral. N'ose pas me parler comme ça, a-t-elle claqué. Je suis ta mère. J'ai fait ce qui était le mieux pour l'image de la famille. Maintenant, arrête de faire une scène et va-t'en. Elle m'a tourné le dos et est retournée vers Brenda. Affichant instantanément un faux sourire. Je suis resté là, me sentant sans attache. Le dernier fil qui me reliait à cette famille venait de se rompre. Je devais me vider la tête avant de faire quelque chose que je regretterais. Je me suis dirigé vers les toilettes près du salon VIP. J'ai poussé dans une cabine et j'ai verrouillé la porte, appuyant mon front contre le métal froid. J'ai pris de profondes inspirations. Concentre-toi, Shaun. Concentre-toi sur la mission. Obtiens les informations. J'étais sur le point de partir quand la porte des toilettes s'est ouverte. 2 hommes sont entrés. Je te le dis, Frank, c'est risqué, a dit une voix. Je me suis figé. C'était Franklin Whitmore. Ce n'est pas risqué si on agit vite, a répondu Franklin. Le bruit d'un robinet qui coule a couvert une partie du bruit, mais je pouvais les entendre clairement. Le garçon, Gareth, c'est un idiot. Un idiot utile. Il a signé le contrat de mariage sans même lire les petits caractères. Une fois le mariage officiel, nous avons accès aux biens communs. Mais a-t-il des biens, a demandé l'autre voix. On aurait dit l'oncle que l'on m'avait présenté plus tôt. Je pensais que tu avais dit que c'était le frère qui avait de l'argent. Mon cœur s'est arrêté. Non, non, Harry Franklin. Le frère est un clochard, un concierge ou quelque chose comme ça. Je l'ai vu plus tôt. On dirait qu'il dort dans sa voiture. C'est Gareth. Il nous montre des relevés bancaires depuis des mois. Des milliers qui rentrent chaque mois. Il dit que c'est sa structure de bonus. On traite Gareth à sec. On utilise son crédit pour contracter des prêts pour la fusion. Et puis on disparaît avant que le premier paiement ne soit dû, comme à Miami. Et la fille, Sloan, elle l'a enroulé autour de son doigt, a dit Franklin. Elle se plaint de devoir coucher avec lui. Dit qu'il est nécessiteux, mais elle tiendra le coup jusqu'à ce que l'encre soit sèche.
On a besoin de ces passeports prêts pour vendredi, Jerry. Dès que le virement des cadeaux de mariage et des prêts arrive, on prend un avion pour. Et la bague, a demandé Jerry. L'émeraude. Belle pièce, a grogné Franklin. On la mettra en gage à Anvers. On devrait en tirer rapidement 20 000 pour la pierre seule. Ils ont fermé le robinet. La porte s'est ouverte et fermée. Je suis resté dans la cabine, les mains tremblantes. Pas de peur, de rage. Une rage pure et blanche. Ce n'étaient pas seulement des escrocs. C'étaient des professionnels. Ils avaient déjà fait ça, comme à Miami. Et ils prévoyaient de mettre en gage la bague de ma grand-mère. Mais le plus tordu, c'est qu'ils ciblaient Garrett parce qu'ils pensaient qu'il était le riche. Ils le ciblaient à cause de l'argent que je lui avais envoyé. L'argent sur lequel il avait menti. L'ironie était écœurante. Le mensonge de Garrett était sur le point de le détruire. J'ai attendu 2 minutes, puis je suis sorti des toilettes. Je ne suis pas retourné à la fête. Je suis allé directement à l'ascenseur de service et j'ai tapé le code pour le sous-sol. J'ai descendu le long couloir en béton jusqu'au centre des opérations de sécurité. J'ai passé ma carte clé, la clé maîtresse qui ouvrait toutes les portes de la ville. Wesley m'attendait. Il était assis au bureau principal, entouré de moniteurs montrant chaque angle de l'hôtel. À côté de lui, en appel vidéo sécurisé sur le grand écran, se trouvaient Rebecca Thornton, mon avocate d'entreprise, et Naomi Delaney, ma comptable judiciaire. Monsieur Burns, a dit Rebecca depuis l'écran. Elle avait l'air sérieuse. Nous avons un problème. Je sais, ai-je dit en me jetant sur une chaise. Je viens d'entendre Franklin Whitmore avouer un plan pour liquider les actifs de Garrett et fuir le pays. Ils ont fait ça à Miami. Miami, Austin et San Diego, a ajouté Naomi, affichant un dossier sur l'écran. Voici la famille Whitmore. Vrai nom Franklin et Delilah Jones, et leur fille, Sandra Jones, alias Sloan Whitmore. Sur l'écran, des photos d'identité judiciaire sont apparues. Ils avaient l'air plus jeunes, moins soignés, mais c'était bien eux. Ils dirigent une escroquerie sentimentale spécialisée, a expliqué Naomi. Ils ciblent les familles qui semblent être en pleine ascension sociale. Ils créent un faux passé d'aristocratie fortunée pour éblouir les victimes. Ils insistent sur un mariage rapide. Ils font signer à la victime une procuration ou ouvrir des lignes de crédit conjointes pour des investissements commerciaux. Puis ils maximisent tout et disparaissent. Et voici le clou, a dit Wesley en faisant glisser un dossier sur le bureau. Ils sont actuellement recherchés par le FBI pour fraude électronique et usurpation d'identité. L'agent Carla Reeves est en route. Elle sera là dans environ 10 minutes. J'ai ouvert le dossier. Il était épais. Fausse licence commerciale. Sociétés écran. Déclaration de victime précédente. Une victime au Texas avait perdu sa ferme familiale. Une autre en Floride s'était suicidée. Ces gens étaient des monstres en smoking. Que voulez-vous faire, Shawn, a demandé Rebecca. Nous pouvons faire arrêter la police discrètement dans le hall. J'ai regardé le moniteur sur l'écran 4. Je pouvais voir la salle de bal. Garrett était sur la piste de danse avec Sloan. Il avait l'air si heureux, si stupidement, aveuglément heureux. Et maman applaudissait, rayonnante de fierté, pensant qu'elle avait enfin assuré sa place dans la haute société. Si je les arrêtais discrètement, Garrett ne le croirait jamais. Il penserait que je l'ai piégé. Il penserait que j'étais jaloux et que j'avais gâché son grand jour. Il passerait le reste de sa vie à me blâmer d'avoir chassé l'amour de sa vie. Et maman, elle le nierait. Elle dirait que c'était un malentendu. Non, il devait le voir. Il devait voir la pourriture sous la soie. Pas d'arrestation discrète, ai-je dit en me levant. Wesley, installe le projecteur principal dans la salle de bal. Relie-le à cet ordinateur. Vous allez le faire en direct, a demandé Wesley, un petit sourire se dessinant sur ses lèvres. Il voulait un spectacle, ai-je dit en boutonnant ma chemise en flanelle jusqu'en haut. Il voulait humilier le concierge. Alors, le concierge va sortir les poubelles. L'agent Reeves sera là dans 10 minutes, a noté Wesley. Parfait, ai-je dit. Ça me laisse juste le temps de porter un toast. Je me suis retourné pour partir mais je me suis arrêté. Wesley, avons-nous encore ce canon à confetti de la fête du Nouvel An? Oui, monsieur. Chargez-le, ai-je dit.
Mais remplissez-le avec les photocopies de leur mandat d'arrêt. Wesley a souri. Avec plaisir, patron. Je suis sorti du bureau de la sécurité. Il était temps de retourner à l'étage. Mais en arrivant à l'ascenseur, les portes se sont ouvertes et je me suis retrouvé face à face avec le diable en personne, Sloan. Elle se tenait là, tenant une cigarette, cherchant un endroit pour se cacher. Elle m'a vu et a sursauté. « Toi » a-t-elle grondé. « Je croyais t'avoir dit de partir. »« Je me suis perdu » ai-je dit calmement. « Grand hôtel. » Elle s'est avancée, me soufflant de la fumée au visage. « Écoute-moi, petit verre. Je sais que tu prépares quelque chose. Je t'ai vu parler à ta mère. Si tu essaies de demander de l'argent à Garrett, je te ferai la peau. Garrett est à moi. Son argent est à moi et une fois que nous serons mariés, tu n'auras même pas le droit de venir pour Noël. » Elle m'a de nouveau piqué la poitrine. « Tu es mort. »« Attends, Shaun. »« Mort. »« Attends. »« Maintenant, sors de ma vue avant que j'appelle la sécurité et que je te fasse traîner dehors par les cheveux. » J'ai baissé les yeux sur son doigt, sur la bague de ma grand-mère. « Tu sais, Sloan, » ai-je dit, ma voix baissant d'une octave. « Tu devrais vraiment faire attention à qui tu appelles la sécurité. »« Pourquoi » a-t-elle ri. « Tu vas les combattre avec ta serpillière ?»« Non » ai-je dit en entrant dans l'ascenseur et en appuyant sur le bouton pour l'étage de la salle de bal. Alors que les portes se fermaient entre nous, je les regardais droit dans les yeux. « Je vais les virer s'ils ne t'arrêtent pas », les portes se sont refermées sur son visage confus. Le trajet en ascenseur jusqu'à la salle de bal ressemblait à la séquence de lancement d'une fusée. Mon cœur battait la chamade, non pas de nervosité, mais d'adrénaline. J'avais le dossier de la damnation entre les mains, numériquement parlant, et le FBI en composition rapide. Quand je suis retourné dans la salle de bal, l'atmosphère avait changé. Le service du dîner se terminait et les discours allaient commencer. Les lumières étaient tamisées, projetant une lueur dorée et chaude sur les tables. Ça avait l'air romantique. Ça avait l'air cher. Ça avait l'air d'un mensonge. Je me suis déplacé vers le périmètre de la pièce, me tenant dans l'ombre près de la cabine audiovisuelle. Le technicien, un gamin nommé Dave, a levé les yeux et m'a vu. Il a commencé à faire un signe de la main. « Et, Monsieur Burns ?» Mais j'ai mis un doigt sur mes lèvres et je me suis glissé dans la cabine à côté de lui. « Dave » ai-je chuchoté. « Annule l'entrée de l'écran principal. Passe à la source B, la source B ?»« C'est le flux du bureau de la sécurité, monsieur » a dit Dave, confus. Monsieur Whitmore m'a donné une clé USB avec un diaporama de leur été dans les hantons. « Oublie les hantons » ai-je dit. On va regarder un documentaire sur un vrai crime ce soir. Laisse-le en noir jusqu'à ce que je donne le signal. Dave a hoché la tête, ses doigts volant sur la table de mixage. Compris, patron. J'ai regardé la scène. Franklin Whitmore était de retour au microphone. Il a levé un verre de champagne. Amis, famille, a commencé Franklin, sa voix épaisse d'une fausse émotion. Ce soir n'est pas seulement une question de mariage. C'est une question de partenariat. C'est une question de confiance. J'ai ricané audiblement. L'ironie était suffocante. Ma fille Sloan est mon trésor, a poursuivi Franklin. Et la donner est difficile, mais la donner à un homme comme Garrett Burns rend les choses plus faciles. Garrett est un homme de vision, un homme de ressources. Il a fait un geste vers Garrett, qui était assis à la table d'honneur, l'air gonflé et important. Maman tamponnait ses yeux avec une serviette à côté de lui. Et pour sceller ce lien, a annoncé Franklin en faisant signe à un serveur qui a apporté un dossier relié en cuir. J'ai préparé un cadeau spécial, une contre-prise d'investissement. Je mets 5 millions de dollars dans un trust pour le couple, à condition que Garrett corresponde au capital de départ avec ses actifs considérables. La foule a halté. 5 millions de dollars ? C'était un mensonge stupéfiant. Garrett, a dit Franklin en ouvrant le dossier et en produisant un stylo en or. Viens ici, mon fils. Signons ça et écrivons l'histoire. C'était ça. Le piège. Il le faisait signer une procuration ou une garantie de prêt juste là sur scène, masquée en investissement. Si Garrett signait ça, il serait responsable de millions de dettes que Franklin accumulerait dans les 24 heures suivantes. Garrett s'est levé, boutonnant sa veste. Il avait l'air d'avoir gagné à la loterie.
Il s'est dirigé vers la scène, rayonnant. Je ne pouvais plus attendre. Je suis sorti de la cabine audiovisuelle et j'ai descendu l'allée centrale. Ne signe pas, Gareth. Ma voix a retenti dans la pièce silencieuse. Je n'avais pas besoin de microphone. J'avais les poumons d'un homme qui avait l'habitude de crier des ordres sur les chantiers de construction. La pièce est devenue silencieuse. 300 têtes se sont tournées. Gareth s'est figé dans les escaliers de la scène. Franklin a levé les yeux. Agacé. Sloan, qui venait de rentrer dans la pièce, a crié. Que quelqu'un le sorte d'ici, a crié Sloan. Il est ivre. Il gâche tout. Gareth m'a regardé, son visage devenant rouge. Shaun, qu'est-ce que tu fous? Assieds-toi, ai-je dit. Ne signe pas, ai-je répété en marchant d'un pas assuré vers la scène. Il n'y a pas de 5 millions de dollars, Gareth. Il n'y a pas d'investissement et il n'y a pas de famille Whitmore. Sécurité, a crié Franklin, abandonnant son attitude calme. Expulsez ce vagabond immédiatement. 2 grands gardes de sécurité, des entrepreneurs que je ne reconnaissais pas, probablement engagés par Franklin pour le spectacle, ont commencé à se diriger vers moi. Restez en arrière, les ai-je prévenus. Attrapez-le, a crié Sloan en courant vers la scène. Jetez-le dans la benne à ordures. Les gardes m'ont attrapé les bras. Lâchez-le, a commandé une voix du fond de la pièce. C'était Wesley. Il descendait l'allée, flanqué de 6 membres de mon équipe de sécurité interne, des grands gaillards, d'anciens militaires qui travaillaient réellement pour le monarche. Excusez-moi, a ricané Franklin à Wesley. C'est moi qui paie pour cet événement. J'ai dit, expulsez-le. Wesley a ignoré Franklin. Il s'est approché de moi. Les 2 gardes engagés ont regardé l'équipe de Wesley, puis l'un l'autre, et ont lentement lâché mes bras. Ils savaient qui était le vrai pouvoir dans ce bâtiment. Wesley s'est arrêté devant moi. La pièce retenait son souffle. Le directeur allait-il me mettre dehors? Wesley a redressé sa cravate, m'a regardé dans les yeux et a incliné la tête respectueusement. Bonsoir, Monsieur Burns, a dit Wesley, sa voix se projetant clairement. Le système est prêt pour votre présentation et les invités spéciaux sont arrivés à l'entrée nord. Une vague de confusion a traversé la foule. Monsieur Burns? Ils ont regardé Gareth, mais Wesley me regardait. Merci, Wesley, ai-je dit en ajustant mes poignets en flanelle. Qu'est-ce qui se passe, a balbutié Gareth. Wesley, pourquoi parles-tu à mon frère? C'est un concierge. Je suis monté sur scène. J'ai pris le microphone de la main de Franklin. Il a essayé de résister, mais je l'ai juste regardé fixement jusqu'à ce qu'il lâche prise. Il avait l'air nerveux maintenant. Il sentait le danger. Je ne suis pas un concierge, Gareth, ai-je dit. Ma voix amplifiée par le système de sonorisation massif. Je ne l'ai jamais été. Enfin, je l'ai été, mais c'était il y a longtemps. Je me suis tourné vers le public. Mon nom est Shaun Burns. Je suis le fondateur et PDG de Birch Hospitality Group. J'ai fait un large geste avec mes bras. Et je suis le propriétaire de cet hôtel. Je possède le bâtiment, le terrain, l'argenterie avec laquelle vous mangez, et le champagne que vous buvez. Silence. Un silence absolu et stupéfait. On aurait pu entendre une mouche voler. Maman a laissé tomber sa fourchette. Elle a cliqueté bruyamment sur son assiette. C'est un mensonge, a crié Sloan depuis le sol. Il est fou. C'est un menteur. Gareth, frappe-le. Je ne mens pas, Sloan, ai-je dit calmement. Mais toi, si. Où devrais-je t'appeler Sandra? J'ai fait signe à la cabine audiovisuelle. Dave, lance-le. L'écran massif derrière moi, qui affichait une photo de 2 cœurs entrelacés, est devenu noir, puis il a clignoté en rouge. Bureau des prisons, recherché. Une photo d'identité judiciaire massive de Franklin est apparue. En dessous, Franklin Jones, recherché pour fraude électronique, vol qualifié, opération de type Ponzi. La foule a halté. Oh mon Dieu, collectif a balayé la pièce. Franklin s'est jeté sur moi. Éteins ça. C'est un deepfake. Je l'ai esquivé facilement. Diapositive suivante. Delilah Whitmore. Delilah Jones. Complice. Diapositive suivante.
Sloan. Sandra Jones. Alias Sloan Whitmore. Recherché pour usurpation d'identité et escroquerie sentimentale. La photo à l'écran était celle de Sloan, plus jeune, tenant un panneau avec un numéro de prisonnier. Non, a crié Sloan. Elle a regardé autour d'elle sauvagement. Ne regardez pas ça. C'est photoshopé. Ce n'est pas photoshopé, ai-je dit dans le micro. Et ça non plus. J'ai montré les portes principales. Les doubles portes à l'arrière de la salle de bal se sont ouvertes avec un fracas qui a fait sursauter la moitié des invités. FBI, personne ne bouge. L'agent Carla Reeves est entrée en trombe, portant une veste avec des lettres jaunes vives, son arme sortie, mais pointée bas. Derrière elle, une douzaine d'officiers tactiques ont inondé la pièce, se déplaçant avec une précision exercée. Ils se sont déployés, sécurisant les sorties. Les invités aristocratiques, ceux que Franklin avait invités, n'avaient soudain plus l'air si chic. Plusieurs d'entre eux ont essayé de s'enfuir vers la cuisine, mais mon équipe de sécurité a bloqué leur chemin. Franklin Jones, Delilah Jones, Sandra Jones, a crié l'agent Reeves en descendant l'allée centrale. Vous êtes en état d'arrestation pour complot en vue de commettre une fraude électronique, blanchiment d'argent et usurpation d'identité à travers les frontières des États. Sur scène, Franklin ressemblait à un rat piégé. Il a regardé la sortie, puis moi, son visage tordu en un rictus. Sale petit paysan, m'a-t-il craché au visage. Tu n'as aucune idée de qui tu t'attaques. Je crois que si, ai-je dit en parlant dans le micro pour que tout le monde entende l'arrestation. Tu es un escroc qui a essayé de voler ma famille dans mon hôtel. Mauvaise stratégie commerciale, Frank. Franklin a essayé de courir. Il a vraiment essayé de sauter de l'avant de la scène, mais il avait 60 ans et portait des chaussures de ville. Il a trébuché et 2 agents l'ont maîtrisé instantanément. Clic, clic. Le son des menottes se refermant a résonné dans la pièce. Lâchez-moi. Savez-vous qui je suis, a beuglé Franklin alors qu'il le relevait. Ouais, a dit un agent. Détenu numéro 45 920. J'ai baissé les yeux sur le sol. Sloan reculait, secouant la tête. Elle a regardé Garrett. Garrett, chérie, dis-leur, a-t-elle plaidé, des larmes coulant sur son visage. De fausses larmes, j'en étais sûr. Dis-leur que c'est une erreur. Ton frère a tout manigancé. Il est jaloux de notre amour. Garrett se tenait là, figé. Il a regardé de la photo d'identité judiciaire sur l'écran géant à la femme qu'il était sur le point d'épouser. La couleur avait quitté son visage. Il avait l'air sur le point de vomir. Garrett. Sloan a tendu la main vers lui. Garrett a reculé comme si elle était en feu. Sandra, c'est ton nom? Sandra, ça n'a pas d'importance, a-t-elle crié. Je t'aime. On peut arranger ça. Juste. Signe les papiers. On peut payer la caution et on peut aller en Europe. Il n'y a pas d'Europe, Sloan, ai-je dit depuis la scène. Et il n'y a pas d'argent. Dis-lui la vérité. Tu pensais qu'il était le riche. Sloan a tourné la tête pour me foudroyer du regard. Le masque est finalement tombé complètement. Son visage s'est déformé en une purée laidène. La ferme, m'a-t-elle crié. Tu as tout gâché. On l'avait. On était si proches. Elle s'est retournée contre Garrett. Et toi, loser pathétique. Tu m'as dit que tu avais de l'argent. Tu m'as dit que tu étais un grand investisseur. A balbutié Garrett. J'ai un bon travail. Tu as un salaire, a-t-elle craché. J'avais besoin de millions. Tu as perdu 6 mois de ma vie. Espèce d'idiot fauché. Toute la pièce l'a entendu. Les invités filmaient sur leur téléphone. Ça allait devenir viral avant la fin de la nuit. L'agent Reeves s'est approché de Sloan. Sandra Jones, retournez-vous et placez vos mains derrière votre dos. Sloan a essayé de gifler l'agent. Mauvaise idée. Reeves l'a retourné, l'a plaqué contre un pilier et l'a menotté en 3 secondes. Aïe, vous me faites mal. Ma robe, a crié Sloan. Alors qu'il l'emmenait, elle est passée près de l'endroit où maman se tenait. Maman serrait la nappe, regardant avec horreur. Et toi, a crié Sloan à maman. Ton fils est une nouille molle, et ton sens de la mode est nul. Classe jusqu'au bout.
J'ai regardé le FBI faire sortir la famille Whitmore de la salle de bal. Les invités bourdonnaient. Le choc s'estompait, remplacé par le frisson d'assister à un drame policier en direct. J'ai regardé Wesley. Vider la salle. Rembourser le parking de tout le monde. Excusez-vous pour la perturbation. Oui, monsieur Burns. Je me suis tourné vers Garrett. Il était assis sur le bord de la scène, la tête dans les mains. Garrett, ai-je dit doucement. Il a levé les yeux. Ses yeux étaient rouges. Tu es le propriétaire de l'hôtel? Ouais. Et de l'entreprise? Birch Hospitality? C'est toi. Ouais. Il a ri, un rire sec et hystérique. Je pensais que tu réparais des toilettes et tu étais. Tu étais milliardaire. Millionnaire, ai-je corrigé. Pas encore tout à fait milliardaire. Pourquoi ne me l'as-tu pas dit, a-t-il chuchoté. Est-ce que ça aurait changé quelque chose, ai-je demandé. Ou est-ce que tu aurais juste demandé plus d'argent? Il a tressailli. Viens avec moi, ai-je dit. Toi aussi, maman. On doit finir ça en privé. Je les ai fait descendre de la scène, à travers la foule stupéfaite, et dans la suite VIP privée derrière la salle de bal. C'était calme ici. La folie de la fête semblait à des kilomètres. J'ai versé un verre d'eau et je l'ai tendu à maman. Elle l'a pris avec des mains tremblantes. Elle ne voulait pas me regarder. Alors, ai-je dit en m'appuyant contre le bureau en acajou. Ça vient de se passer. C'étaient des criminels, a chuchoté maman. Mais Franklin, il connaissait les Dupont. Il connaissait. Il a cherché les Dupont sur Google, maman, ai-je dit. C'était un escroc et il était sur le point de voler l'acte de propriété de ta maison. Je l'ai arrêté. Maman m'a regardé. M'a vraiment regardé pour la première fois depuis des années. Elle a vu les bottes poussiéreuses, la chemise en flanelle. Mais maintenant, elle les voyait différemment. Elle a vu la confiance. Elle a vu le pouvoir. Tu possèdes tout ça, a-t-elle demandé en faisant un geste vers la pièce. Je l'ai construit, ai-je dit. À partir de rien, avec les mains que tu disais n'être bonnes que pour le travail manuel. Elle a baissé les yeux sur ses genoux. Et Garrett, ai-je dit en me tournant vers mon frère. On doit parler de tes investissements. Garrett s'est ratatiné sur le canapé. Shaun, ne fais pas ça. Non, si, ai-je dit. J'ai sorti un morceau de papier plié de ma poche arrière. Ce n'était pas l'acte de propriété de la maison. Je ne lui donnais plus ça. C'était une impression des virements bancaires. Maman, ai-je dit, tu sais comment Garrett t'envoie $2000 tous les mois et paie le chauffage et les réparations de la voiture? Maman a hoché la tête. C'est un si bon fils. Ces chèques proviennent d'une société écran appelée FTF Holdings, n'est-ce pas? Oui, a dit maman. Family Trust Fund, le fonds de bonus de Garrett. FTF signifie pour la famille, ai-je dit. Et c'est mon entreprise. J'envoie cet argent depuis 5 ans. Garrett n'a pas mis un centime. Il reçoit le chèque, le dépose, puis écrit un chèque de son compte personnel pour faire croire que ça vient de lui. Maman a halté. Elle s'est tournée vers Garrett. Est-ce que c'est vrai? Garrett pleurait maintenant. Des larmes silencieuses et honteuses. Je voulais juste que tu sois fière de moi. Maman. Papa a toujours dit que j'étais le plus intelligent. Je ne pouvais pas te dire que j'avais à peine de quoi payer le loyer. Je ne pouvais pas laisser Shaun me battre. Alors, tu as volé mon crédit, ai-je demandé. Tu as laissé maman me traiter comme un échec pendant que tu jouais les héros avec mon argent? Je suis désolé, a sangloté Garrett. Je suis tellement désolé. Le silence dans la pièce était lourd. Maman avait l'air brisée. Son enfant prodige était un imposteur. Son fils décevant était un magnate. Sa vision du monde venait de s'effondrer. Je ne veux pas de ton argent, Garrett, ai-je dit. Je ne l'ai jamais voulu. Je voulais juste un frère. Je me suis approché du sac de preuves que l'agent Reeves m'avait laissé sur la table. À l'intérieur se trouvait la bague en émeraude. Il l'avait enlevée du doigt de Sloan avant de l'emmener. J'ai ouvert le sac et j'ai sorti la bague. L'émeraude a capté la lumière. Maman, ai-je dit. Tu as donné ça à Sloan parce que tu pensais qu'elle avait de la classe. Tu pensais qu'elle était digne.
Maman a hoché la tête, les larmes coulant. J'avais tort. J'avais tellement tort, Shaun. Tu avais tort, ai-je dit. J'ai glissé la bague dans ma poche. Je la garde. Elle ira à la femme que je choisirai. Et si c'est une serveuse, un médecin ou une concierge, elle la portera parce que je l'aime, pas à cause de son nom de famille. Shaun, a dit maman, tendant la main. Peux-tu nous pardonner? J'ai regardé sa main. C'était la main qui m'avait repoussé pendant une décennie. Je peux pardonner, ai-je dit. Mais je ne peux pas oublier. Les choses vont être différentes maintenant. L'air dans la suite VIP était assez épais pour étouffer. Les révélations flottaient entre nous. Ma richesse, les mensonges de Gareth, l'aveuglement de maman. Gareth a été le premier à parler à nouveau. Il s'est essuyé le visage avec sa manche, ruinant sa veste de smoking coûteuse. Alors, qu'est-ce qui se passe maintenant? Sloan. Sandra? Elle a mis mon nom sur des cartes de crédit. Elle a signé des baux à mon nom. Elle l'a fait, ai-je dit en regardant le bloc-notes que Wesley m'avait donné. Environ 200 000 $ de dette. Gareth a mis sa tête entre ses genoux. Je suis ruiné. Je vais aller en prison. Tu n'iras pas en prison, ai-je dit. J'ai parlé à l'agent Reeves. Puisque tu as coopéré, enfin, puisque tu avais l'air assez pathétique pour être clairement une victime, il ne t'accuse pas de complicité. Mais la dette, elle est réelle. Les banques se fichent que tu aies été amoureux. Je ne peux pas payer ça, a chuchoté Gareth. Je gagne 60 000 par an. J'ai des prêts étudiants. Maman m'a regardé, ses yeux suppliants. La vieille habitude a repris le dessus. Elle était sur le point de me demander de réparer ça. Shaun, aide ton frère. Tu as des millions. Je l'ai vu venir et j'ai levé la main. Ne fais pas ça, maman. Elle s'est figée. C'est ton frère, Shaun. Je sais, ai-je dit. Et c'est pourquoi je ne vais pas écrire un chèque pour effacer sa dette. Gareth a levé les yeux, la panique dans les siens. Shaun, s'il te plaît. Tu possèdes 6 hôtels. 200 000, ce n'est rien pour toi. Ce n'est pas une question de montant, ai-je dit, ma voix se durcissant. C'est une question de leçon. Si je paie, tu n'apprends rien. Tu trouveras juste une autre Sloan. Tu continueras à prétendre être quelque chose que tu n'es pas. Je me suis approché de la fenêtre, regardant les lumières de la ville. Je possédais une bonne partie de ce panorama. Voici l'accord, ai-je dit en me retournant vers eux. Gareth, tu vas déclarer faillite. Ça va ruiner ton crédit pendant 7 ans. Ce sera humiliant. Tu perdras ton appartement chic et ta BMW en leasing. Gareth a tressailli à chaque phrase. Et, ai-je continué, tu as besoin d'un travail. Un vrai travail. Pas de paperasse à un bureau. J'ai un travail, a protesté faiblement Gareth. Plus maintenant, ai-je dit. J'ai vérifié. Tu es en probation depuis 3 mois pour de mauvaises performances. Et après que ton visage soit placardé dans les journaux en lien avec une chaîne de Ponzi, ils te viront demain matin. Gareth s'est affaissé. Il savait que j'avais raison. J'ai une place de libre, ai-je dit. Gareth s'est redressé. Chez l'entreprise. Vice-président du marketing. J'ai ri. Un rire authentique et sombre. Non, pas chez l'entreprise. J'ai une place de libre en logistique à l'entrepôt de South Philly. Chargement de camions. Gestion des stocks. Ça commence à 6 heures du matin. Payer 20 $ de l'heure. Casque de sécurité obligatoire. Tu veux que je sois un travailleur manuel? A demandé Gareth, horrifié. Je veux que tu apprennes ce qu'est le travail, ai-je dit. Je veux que tu apprennes ce que ça fait de rentrer à la maison avec de la poussière sur tes bottes. Si tu t'y tiens pendant un an, sans te plaindre, sans demander d'argent à maman, alors on pourra parler d'un programme de formation en gestion. Mais tu commences en bas, comme moi. Gareth a regardé maman. Il voulait qu'elle intervienne, qu'elle dise « Non, mon enfant prodige est trop bien pour ça ». Maman m'a regardé. Elle a vu la détermination de ma mâchoire. Elle a regardé Gareth, voyant vraiment sa faiblesse pour la première fois. « Prends le travail, Gareth », a-t-elle chuchoté. Les épaules de Gareth sont tombées. « D'accord. D'accord, Shaun, je le prends.
Bien, ai-je dit. Présente-toi au quai de chargement lundi. Demande Mike. Ne lui dis pas que tu es mon frère. Dis-lui que tu es le nouveau. Je me suis tourné vers maman. Et maman, ai-je dit, les paiements du trust familial s'arrêtent aujourd'hui. Maman a hoché la tête, les larmes coulant sur son visage. Je comprends. Je le mérite. Cependant, ai-je dit, m'adoucissant juste une fraction. Je ne vais pas te laisser mourir de faim. Je paierai l'hypothèque de ta maison directement à la banque. Tu auras un toit au-dessus de ta tête, mais l'allocation pour les dîners chics, les nouveaux vêtements, les frais du country club, c'est terminé. Tu vis de ta pension. Merci, Shaun, a-t-elle dit, sa voix tremblante. C'est plus que ce que je mérite. C'est vrai, ai-je convenu. Mais tu es toujours ma mère. Je me suis dirigé vers la porte. J'étais épuisé. L'adrénaline s'estompait, me laissant avec une profonde lassitude. Shaun a appelé Gareth. J'ai fait une pause, la main sur la poignée de la porte. Merci, a-t-il dit, de m'avoir sauvé d'eux. De l'épouser et de ne pas m'avoir laissé aller en prison. Je l'ai regardé. Il avait l'air plus petit, plus jeune, mais pour la première fois de sa vie, il avait l'air réel. Sois juste là lundi, Gareth, ai-je dit. Ne sois pas en retard. Je suis sorti de la suite et j'ai descendu le couloir. Wesley m'attendait près des ascenseurs. Tout est réglé, monsieur, a demandé Wesley. Réglé, ai-je dit. Les invités ont dû partir. La presse est dehors, cependant. Ils veulent une déclaration. Dites-leur pas de commentaires, ai-je dit. Dites-leur que le monarque est sous une nouvelle direction. La réalité. Wesley a souri. Je vais faire amener la voiture. Non, ai-je dit en sortant les clés de ma camionnette de ma poche. Je crois que je vais conduire la camionnette ce soir. J'ai du travail demain matin. Je suis sorti par la sortie arrière dans l'air frais de la nuit. Je suis monté dans ma Ford, le siège grinçant familièrement. J'ai jeté la bague en émeraude dans le porte-gobelet. Elle a cliqueté contre une poignée de pièces de monnaie. J'ai démarré le moteur. Il a rugi. Un son rauque et non raffiné que j'aimais. En sortant du parking, j'ai vu une voiture de police s'éloigner avec Sloan à l'arrière. Je ne me sentais pas heureux. Je ne me sentais pas triste. Je me sentais juste propre. La poussière sur mes bottes ne me dérangeait plus. C'était de la saleté honnête. Et pour la première fois depuis longtemps, je rentrais chez moi dans une vie qui était entièrement, à 100%, la mienne. Cela fait 8 mois depuis la nuit où le FBI a fait irruption à la fête de fiançailles de mon frère. 8 mois depuis que je me suis tenu sur cette scène et que j'ai regardé les illusions de ma famille se briser sous le poids de la vérité. Beaucoup de choses peuvent se passer en 8 mois. Des empires peuvent être bâtis et ils peuvent s'effondrer. J'ai passé les premières semaines après l'arrestation en mode gestion de crise. Les médias se sont régalés. Le concierge milliardaire était le titre du journal local. Je détestais ça. Je ne voulais pas de la célébrité. Je voulais construire des hôtels, pas être un mème. Mais la publicité a eu un effet secondaire étrange. Les réservations au Monarch ont explosé. Les gens voulaient voir l'endroit où l'arnaque du mariage avait eu lieu. Mais je me fichais des réservations. Je me souciais de ce qui se passait dans un entrepôt poussiéreux de South Philadelphia. Je n'avais pas parlé à Gareth depuis cette nuit dans la suite VIP. Je recevais des rapports de Mike, le contremaître de l'entrepôt, mais je suis resté à l'écart. Je devais savoir si Gareth faisait ça pour de vrai, ou s'il attendait juste que je m'adoucisse. Un mardi pluvieux de novembre, j'ai décidé qu'il était temps de regarder. J'ai garé ma camionnette de l'autre côté de la rue, face au quai de chargement de Birch Logistique. Il était 6 heures du matin. Le vent était glacial, le genre de froid humide qui pénètre jusqu'aux os. J'ai regardé l'équipe arriver. Des hommes en épaisse veste Carhartt, soufflant dans leurs mains, portant des thermos de café fort. Et là, marchant à l'arrière du groupe, se trouvait Gareth. Il avait l'air différent. Il avait perdu du poids. L'air doux et pâteux d'un homme qui a passé sa vie dans les happy hours avait disparu. Il portait un gilet de sécurité fluo générique et des bottes de travail qui avaient l'air usées et sales. Il ne conduisait plus une BMW. Il est arrivé dans une Honda Civic de 10 ans que je savais qu'il avait acheté avec ses dernières économies après que le tribunal des faillites ait saisi ses biens.
J'ai baissé ma vitre d'1 pouce pour entendre. Et, Burns, a crié Mike, le contremaître. Un camion arrive au quai 4. Chargement lourd, des carreaux dessus, Mike, a répondu Garrett. Il n'y avait aucune hésitation. Pas de roulement des yeux. Pas de, ce n'est pas dans ma description de poste. Garrett a attrapé un transpalette et a trotté, vraiment trotté, vers le quai 4. Je l'ai regardé pendant 1 heure. Je l'ai vu soulever des boîtes de carreaux de céramique qui pesaient 25 kilos chacune. Je l'ai vu essuyer la sueur de son front avec une manche sale. Je l'ai vu aider un jeune à comprendre le scanner d'inventaire. Il n'était plus l'enfant prodige. Il était juste un gars qui essayait de gagner son salaire. J'ai senti une boule dans ma gorge. Ce n'était pas le pardon, pas complètement, mais c'était du respect. Et c'était quelque chose que je n'avais jamais ressenti pour mon frère auparavant. J'ai décidé de ne pas entrer. Je n'étais pas prêt à perturber son rythme. Il devait savoir qu'il faisait ça tout seul, sans que je le surveille. J'ai démarré la camionnette et j'ai conduit de l'autre côté de la ville, chez maman. Ça allait être plus difficile. Maman avait accepté l'accord. J'ai remboursé l'hypothèque pour qu'elle ait un toit, mais les liquidités s'étaient arrêtées. L'adhésion au country club avait disparu. Les visites hebdomadaires au salon de coiffure avaient disparu. Quand je suis arrivé dans l'allée, la maison avait la même apparence, mais la cour était un peu envahie par la végétation. Le service d'aménagement paysager a été l'une des premières choses à disparaître. J'ai frappé à la porte. Shaun. Maman a ouvert. Elle portait un tablier. Pas un tablier d'hôtesse décoratif, mais un vrai tablier de cuisine taché. Ses cheveux étaient attachés en un simple chignon, des racines grises apparentes. Elle ne les avait pas teints depuis des mois. Salut, maman. J'étais dans le quartier. Entre, a-t-elle dit en s'écartant. La maison sentait différemment. Elle ne sentait plus le pot pourri cher. Elle sentait les oignons et l'ail brûlé. Je prépare le dîner, a-t-elle dit, un peu rouge. Pain de viande. Eh bien, c'est un processus d'apprentissage. J'avais l'habitude de commander chez cet Italien. Nous nous sommes assis à la table de la cuisine, la même table où elle m'avait dit il y a 12 ans que j'étais le travailleur et Garrett la star. Elle a servi le pain de viande. Il était un peu sec et les bords étaient carbonisés. C'est bon, maman, ai-je dit en prenant une bouchée. C'est terrible, a-t-elle ri. Un rire sec et autodérisoire. Mais c'est pas cher. Les ingrédients m'ont coûté $12 pour toute la semaine. Elle a posé sa fourchette et m'a regardé. Ses yeux étaient clairs, dépourvus du désespoir arriviste que j'avais détesté. Garrett est passé dimanche dernier, a-t-elle dit doucement. Il a apporté un sac de courses, payé avec son propre argent. Il s'est assis juste là et a mangé ce pain de viande brûlée et ne s'est pas plaint une seule fois. Il travaille dur, ai-je dit. Je l'ai vu. Il m'a dit qu'il aime ça, a dit maman. Il dit que son dos lui fait mal, mais qu'il dort mieux. Il dit qu'il n'a plus à mentir. Il n'a plus à prétendre être un millionnaire pour impressionner qui que ce soit. C'est bien. Shaun. Maman a tendu la main sur la table. Sa main tremblait. Je dois te dire quelque chose. Quelque chose que j'aurais dû te dire il y a des années. Je me suis raidi. Maman, on n'a pas besoin de ressasser ça. Si, on en a besoin, a-t-elle insisté. Tu dois savoir pourquoi. Pourquoi je t'ai repoussé. Pourquoi je l'ai choyé. Elle a pris une profonde inspiration. Tu es exactement comme ton père. J'ai cligné des yeux. Je sais. Tu l'as toujours dit. Non, tu ne comprends pas, a-t-elle dit, les larmes aux yeux. Ton père était fort. Il était indépendant. Il n'avait besoin de personne. Quand il est mort, j'ai eu l'impression que tout mon monde s'effondrait parce que je comptais sur lui pour tout. Et puis je t'ai regardé. Tu avais 20 ans, mais tu étais déjà un homme. Tu étais si capable. Tu pouvais réparer des voitures. Tu pouvais réparer la maison. Tu n'avais pas besoin de moi. Elle a essuyé une larme. Mais Garrett était faible. Il était charmant, oui, mais il était impuissant. Il ne pouvait pas changer un pneu. Il ne pouvait pas gérer le stress. Je l'ai regardé et j'ai vu un garçon qui se noirait sans moi. Alors, j'ai tout misé sur lui. Je lui ai donné l'argent, les éloges,
l'attention. Parce que j'avais terriblement peur qu'il échoue. Et je t'ai repoussé parce que je savais que tu survivrais. Je t'ai puni d'être fort, Shaun. Je suis resté là, abasourdi. Le silence dans la cuisine était lourd, rompu seulement par le bourdonnement du réfrigérateur. Pendant des années, j'ai pensé qu'elle ne m'aimait pas. J'ai pensé qu'elle me considérait comme un échec. Mais la vérité était tordue. Elle me considérait comme un survivant. Et sa propre insécurité lui faisait ressentir de la rancœur pour cette force parce qu'elle ne l'avait pas elle-même. Tu avais peur, ai-je dit doucement. J'étais terrifié, a-t-elle admis. J'avais peur d'être seul. Je pensais que si je rendais Garrett successful, il resterait et prendrait soin de moi. Mais au lieu de ça, je l'ai transformé en. Et je t'ai transformé en un étranger. Elle a baissé les yeux sur ses mains. Des mains qui apprenaient maintenant à tricoter, à en juger par la pelote de laine sur le comptoir. Je suis tellement désolé, Shaun. J'ai brisé ma famille parce que j'avais peur de l'avenir. Je l'ai regardé. J'ai vu une femme seule et vieillissante qui avait fait de terribles choix par peur. La colère que j'avais portée pendant une décennie, le charbon ardent dans ma poitrine, a commencé à se refroidir. Tu ne nous as pas brisés, maman, ai-je dit en tendant la main pour couvrir la sienne avec la mienne. On est fissurés, mais on est toujours là. Elle a attrapé ma main et l'a serrée fort. Mange ton pain de viande, a-t-elle reniflé en essayant de sourire, avant qu'il ne se transforme en brique. Je l'ai mangé. C'était le meilleur repas que j'ai eu dans cette maison depuis 20 ans. En rentrant chez moi ce soir-là, j'ai pensé à la nature de la force. Maman avait raison. J'étais un survivant, mais survivre est solitaire. Je suis arrivé dans l'allée de ma modeste maison. Je n'avais toujours pas déménagé dans un manoir. Malgré les millions, j'aimais mon intimité. Mon téléphone a vibré. C'était un texto d'un numéro que je n'ai pas reconnu immédiatement. Et, c'est Sarah. Du café. Tu as laissé ton livre ici ce matin. Je l'ai derrière le comptoir. Sarah, l'institutrice que j'avais rencontrée il y a 3 jours. Elle m'avait vu lire un livre sur l'architecture et nous avions parlé pendant 20 minutes. Elle ne savait pas qui j'étais. Elle pensait que je travaillais dans la gestion de la construction. J'ai souri. J'ai regardé le siège passager. La bague en émeraude n'y était plus. Elle était dans un coffre-fort à la banque. Ce n'était pas encore le moment pour la bague, mais peut-être était-ce le moment pour un café. J'ai répondu par texto, merci. Je passerai demain matin. Attention, je pourrais être couvert de poussière de placo. Elle a répondu instantanément. Tant que tu achètes un muffin, je me fiche de la poussière. J'ai éclaté de rire dans la camionnette vide. La tempête était terminée. Les débris étaient en train d'être nettoyés. Et pour la première fois, je ne construisais pas seulement des hôtels pour que d'autres personnes y dorment. Je construisais une vie pour moi-même. Le palais de justice était stérile et gris. J'étais assis au dernier rang, en costume cette fois. Non pas parce que je voulais me vanter, mais par respect pour la loi. Sloan, non, Sandra Jones se tenait devant le juge. Elle portait une combinaison orange, la robe de créateur, le maquillage, le rictus. Tout avait disparu. Elle avait l'air petite. Elle avait l'air fatiguée. Le juge était impitoyable. Sandra Jones, pour votre rôle dans de multiples chefs d'accusation de fraude électronique, d'usurpation d'identité et de complot, ce tribunal vous condamne à 10 ans de prison fédérale. Le marteau a frappé. C'était un son sec et final. Sloan n'a pas crié cette fois. Elle n'a pas cherché d'issue. Elle s'est juste affaissée. Alors que les marshals l'emmenaient, elle a jeté un regard en arrière sur la galerie. Ses yeux ont balayé la pièce, cherchant quelqu'un pour la sauver. Elle a cherché Garrett, mais Garrett n'était pas là. Il était au travail, chargeant des carreaux sur un camion à South Philly. Il avait décidé qu'il n'avait pas besoin de voir ça. Il avait déjà dit au revoir au fantasme qu'elle représentait. Elle m'a vu une seconde, nos yeux se sont croisés. Je m'attendais à de la haine. Je m'attendais à ce qu'elle prononce un juron, mais il n'y avait rien. Juste une prise de conscience creuse et vide que le jeu était terminé. Elle avait joué la carte du concierge puant contre la mauvaise main et elle avait tout perdu. Je me suis levé et je suis sorti. Je ne me sentais pas heureux. On ne se sent pas heureux quand on voit un être humain jeté dans une cage,
même s'il le mérite. J'ai juste ressenti un sentiment d'équilibre revenant à l'univers. Je suis sorti au soleil. La ville était animée. Les gens se précipitaient au travail, inconscients du drame qui venait de se terminer à l'intérieur. Mon téléphone a sonné. C'était Gareth. C'est fini, a-t-il demandé. Le bruit de fond était fort. Des chariots élévateurs qui bipaient, des hommes qui criaient. C'est fini, ai-je dit. 10 ans. Il y a eu une longue pause sur la ligne. D'accord, a dit Gareth. Sa voix était stable. Merci d'être allé, Shaun. Je ne pouvais pas le faire. Je sais. Écoute, a dit Gareth, l'air un peu gêné. Je reçois mon premier chèque de paie vendredi. Ce n'est pas grand-chose, mais Mike dit qu'il y a un bon restaurant de hamburgers près de l'entrepôt. Tu veux qu'on aille déjeuner? C'est moi qui invite. Sérieusement, c'est moi qui invite. J'ai souri. Un hamburger payé avec de l'argent gagné en transpirant dans un entrepôt. Ce hamburger allait avoir un meilleur goût que le filet mignon du Monarch. Ouais, Gareth, ai-je dit. J'aimerais bien ça. Midi. Ne sois pas en retard, patron. Il a raccroché. J'ai marché jusqu'à ma camionnette. J'avais une réunion avec les architectes pour la nouvelle expansion européenne dans 1 heure, mais j'avais un arrêt à faire d'abord. J'ai conduit jusqu'à l'école primaire où Sarah travaillait. Je me suis garé et j'ai attendu la sonnerie de la récréation. Quand elle est sortie sur le terrain de jeu, surveillant un essaim chaotique d'élèves de 3e année, elle avait l'air radieuse. Elle portait un simple manteau et une écharpe, riant alors qu'un enfant lui montrait un caillou qu'il avait trouvé. Je suis sorti de la camionnette. Je ne portais pas mes bottes de travail aujourd'hui. J'étais en costume. Elle m'a vu et s'est approchée de la clôture, surprise. Waouh, a-t-elle dit en levant un sourcil. Tu te présentes bien. Enterrement ou mariage? Audience de condamnation, ai-je dit honnêtement. Son sourire s'est estompé. Oh, tout va bien? Ouais, ai-je dit. Tout va enfin bien. C'était juste pour clore un chapitre. J'en suis contente, a-t-elle dit. Elle n'a pas insisté pour avoir des détails. C'est ce que j'aimais chez elle. Elle laissait les choses se dérouler à leur propre rythme. Je me demandais, ai-je dit en m'appuyant contre la clôture. Si tu es libre ce week-end, j'aimerais t'emmener dîner. Un vrai dîner, pas seulement un café. J'adorerais ça, a-t-elle souri. Mais j'ai une règle. Tu dois me dire ce que tu fais vraiment. La gestion de la construction, c'est vague, Shaun. Tu as des mains de travailleur, mais tu portes des costumes de PDG. Tu es un mystère. Je l'ai regardé. J'ai regardé l'école, la simplicité de sa vie. J'ai pensé aux mensonges que j'avais vécus avec ma famille et aux mensonges que Sloan avait vécus avec la sienne. Plus de mystère, ai-je dit. Je te dirai tout, mais allons dans un endroit où je ne peux pas nous obtenir de réduction. Je veux être juste un client. Elle a ri. Marché conclu. En partant, j'ai pensé à la bague en émeraude dans le coffre-fort. Elle y resterait un moment, peut-être longtemps. Je n'allais rien précipiter. Je n'allais pas essayer d'acheter l'amour ou de prouver ma valeur avec une pierre précieuse. Quand je donnerais finalement cette bague à quelqu'un, peut-être Sarah, peut-être quelqu'un d'autre, ce ne serait pas parce qu'elle avait besoin d'un trophée. Ce serait parce que nous avions construit quelque chose de réel. Je suis passé devant l'hôtel Monarch en allant au bureau. Il brillait sous le soleil de l'après-midi. Le voiturier garait une Ferrari. Une noce prenait des photos sur les marches. J'ai ralenti. Je me suis souvenu m'être tenu là il y a 8 mois, me sentant comme un paria dans mon propre royaume. Je me suis souvenu de l'odeur du nettoyant pour sol que j'utilisais quand je frottais des carreaux pour le salaire minimum. J'ai réalisé alors que Sloan avait tort sur une chose. Elle m'a traité de concierge comme si c'était une insulte. Mais le concierge est la personne la plus importante du bâtiment. Le concierge nettoie le désordre. Le concierge entretient les fondations. Sans le concierge, toute la façade glamour s'effondre dans la saleté. J'étais le concierge. J'ai nettoyé le désordre de ma famille. J'ai effacé les mensonges. Et maintenant, les fondations étaient propres. J'ai tapoté le volant de ma vieille camionnette Ford. Pas mal pour un loser puant, me suis-je chuchoté. J'ai rejoint l'autoroute,
me dirigeant vers l'avenir, laissant le rétroviseur derrière moi. C'est la fin de mon histoire. Mais le véritable enseignement ne concerne pas les millions de dollars ou l'arrestation spectaculaire. C'est quelque chose de beaucoup plus profond que je veux que vous emportiez avec vous. Premièrement, ne laissez jamais la perception de quelqu'un d'autre définir votre réalité. Sloan et ma famille ont vu un concierge et ont supposé un échec. Ils ont jugé le livre à sa couverture poussiéreuse. Mais votre valeur n'est pas déterminée par les vêtements que vous portez, la voiture que vous conduisez ou le titre de votre poste. Elle est déterminée par votre caractère, votre éthique de travail et la façon dont vous traitez les gens quand vous pensez que personne ne regarde. Deuxièmement, il y a une ligne dangereuse entre aider sa famille et les rendre dépendants. Ma mère pensait qu'elle protégeait Garrett en le protégeant des difficultés, mais elle le handicapait en réalité. Le véritable amour signifie parfois laisser les gens porter leur propre fardeau, tout comme j'ai dû laisser Garrett travailler dans cet entrepôt. La lutte renforce les muscles, physiques et émotionnels. Si vous résolvez tous les problèmes pour quelqu'un, vous lui volez sa capacité à résoudre les choses par lui-même. Et enfin, l'honnêteté est la seule fondation qui tienne. Mon frère a construit une vie sur un mensonge pour obtenir l'approbation, et elle s'est effondrée. J'ai caché mon succès pour éviter d'être utilisé, et cela a créé de la distance. Le moment où nous avons dépouillé les faux-semblants, le moment où nous nous sommes assis autour d'un pain de viande brûlée et avons dit la laide vérité, a été le moment où nous avons réellement commencé à devenir une famille. Je veux vous entendre. Avez-vous déjà été sous-estimé à cause de votre apparence? Ou avez-vous dû faire un choix difficile pour cesser de rendre un membre de votre famille dépendant? Racontez-moi votre histoire dans les commentaires ci-dessous. Et si vous avez aimé voir la justice rendue et le concierge gagner à la fin, tapez le mot « bien » dans les commentaires. Cela me dit que vous appréciez le travail acharné et l'intégrité autant que moi. Merci d'avoir écouté et rappelez-vous, les mains les plus propres sont souvent celles qui n'ont pas peur de se salir un peu.